c'est notre dernier exposé du professeur Bengio aujourd'hui, en fait, et de l'école Langland du CRM. Donc voilà, donc ça va être encore une fois sur l'apprentissage profond. Et c'est un plaisir de vous avoir à nouveau, M. Bengio. Donc, c'est à vous. Le plaisir est pour moi d'avoir le plus de gens qui vont mieux comprendre ces recherches et les avancées qui, je pense, sont transformatrices pour la société et qui posent plein de problèmes mathématiques intéressants. Il y a une famille de modèles de deep learning qui existe depuis les années 80, mais qui a connu beaucoup de développement dans les années 2000, jusqu'à 2012 à peu près. Il y a eu beaucoup de recherches dans cette décennie-là, 2002-2012, autour des modèles probabilistes qu'on appelle des machines de Boltzmann, qui sont des formes particulières de factor graph, là, je ne sais pas le terme français, mais c'est des modèles probabilistes non dirigés qui sont définis par une fonction d'énergie, un peu comme en physique, d'où le terme Boltzmann, parce que ça ressemble à la distribution de Boltzmann. Et on apprend la fonction d'énergie. Puis dans le cas de la machine de Boltzmann, la fonction d'énergie, c'est un polynôme du second degré. Donc, on apprend les coefficients du premier ordre puis des interactions. Et ce qui fait que ce genre de modèle-là est intéressant pour modéliser des distributions arbitraires, c'est qu'on va supposer que certaines des variables sont observées et d'autres ne le sont pas. Donc, il y a des variables latentes. Le fait que donc ces variables latentes, ça correspond comme à des neurones cachés, comme dans un réseau feed-forward, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, mais vraiment la sémantique est très différente. Mais c'est aussi inspiré du cerveau. En fait, ça prédate c'est plus plausible dans un sens parce qu'il y a une dynamique. Les vrais réseaux de neurones biologiques, les neurones sont reliés les uns aux autres puis interagissent d'une manière dynamique. Et bon, est-ce qu'ils ont le temps de converger vers une distribution stationnaire comme on pourrait l'imaginer avec une chaîne de Markov Monte Carlo? Probablement pas dans le cerveau, mais il y a quand même une sorte de relaxation qui semble se passer dans le cerveau quand on prend des décisions, par exemple, qui est bien étudiée. Donc là, il y a plein de variantes qui ont été proposées. Il y a une variante plus simple qui s'appelle la machine de Boltzmann restreinte, où on permet seulement des connexions des nœuds observés aux nœuds cachés. Et ça simplifie la chaîne de Markov et enfin, l'estimation des gradients qui sont nécessaires pour entraîner ce genre de choses. Je n'entrerai pas dans les détails, mais on a utilisé ça beaucoup au début des années 2000 comme building block là, pour entraîner des modèles plus profonds, des modèles probabilistes génératifs plus profonds. Une chose intéressante à savoir, c'est un peu la structure du gradient de la log vraisemblance dans ces modèles-là. Donc, si on a une fonction genre Boltzmann, potentiellement avec des variables latentes, donc on a cette somme sur les valeurs des variables latentes là, qui est intractable dans la définition de la probabilité jointe. Comment est-ce que, étant donné une observation X sur les variables observées, comment est-ce qu'on peut augmenter la probabilité que le modèle va donner à ces données-là? On peut, en théorie, écrire le gradient. Et malheureusement, évidemment, ça implique des sommes intractables là, sur soit toutes les variables ou juste conditionner les variables latentes conditionnées sur la variable observée. Donc, il y a des formules comme ça, je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a une structure dans ces formules qui se retrouve dans beaucoup d'algorithmes d'apprentissage profond modernes où on va avoir deux termes principaux, le terme originalement qu'on appelait le positif puis le terme négatif, mais ce n'est pas le signe, mais c'est ce que ça pousse dans un sens versus dans un autre. Puis je vais faire avec un dessin pour illustrer. Donc, ce qu'on essaie de faire, là, puis là, c'est un peu abstrait ce que je vais raconter, donc n'hésitez pas à m'arrêter. Mettons qu'on ait une fonction d'énergie tentative, c'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que la fonction d'énergie donne une énergie faible, donc une probabilité élevée, aux exemples observés, puis une probabilité faible, donc une énergie élevée à tout le reste. Grosso modo, on essaie de creuser la fonction d'énergie là où il y a des données, puis de la pousser vers le haut ailleurs. Donc, en fait, si on regarde le gradient, la formule de tantôt, sans entrer dans le détail, ça dit que sur les exemples qu'on observe, on veut pousser vers le bas l'énergie. Et sur des exemples tirés du modèle
correspondant à cette fonction d'énergie, on veut pousser vers le haut. Le principe est simple. La partie difficile, c'est de tirer du modèle, parce qu'avoir une fonction d'énergie, c'est bien beau, mais convertir ça en des échantillons, en théorie, c'est ce que les chaînes de Markov Monte Carlo peuvent faire pour nous, mais malheureusement, en haute dimension, et si les modes de la distribution sont relativement éloignés les uns des autres, c'est intractable. C'est-à-dire que obtenir des bonnes chaînes de Markov, de bonnes chaînes MCMC qui échantillonnent bien de tous les modes, ça demanderait un temps de calcul qui pourrait croître exponentiellement. Donc, en la dimension, par exemple. Ce qui se passe est illustré dans le dessin, là. Imaginons qu'on ait deux modes, puis qu'ils ne sont pas trop séparés les uns des autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même des chemins de forte probabilité qui existent pour passer d'un mode à l'autre. Donc, les chaînes de Markov vont pouvoir non seulement se promener à l'intérieur d'un mode, mais avec une probabilité raisonnable, passer d'un mode à l'autre. Dans un cas comme ça, tout va bien, plein de méthodes de MCMC vont fonctionner. Malheureusement, la vraie vie n'est pas comme ça. Je vous rappelle ce que je vous avais dit, que pour les données qui nous intéressent en IA, genre des images, des sons, du texte et d'autres objets de très haute dimension, non seulement on est en haute dimension, mais la masse de probabilité est concentrée à certaines places. Donc, c'est les modes. Puis, en général, ces modes sont bien séparés et ça correspond, par exemple, à des catégories. Donc, si on pense à l'ensemble de toutes les images qui représentent un chien dans le gros plan, puis l'ensemble de toutes les images de chats, sont relativement bien séparées. Là. Il n'y a pas de chien-chat vraiment là, entre les deux. Là. Ou il n'y en a pas beaucoup, disons. Donc, il y a comme ce que j'appelle un désert de probabilité là, entre les modes. Si le désert est assez grand, mais pour passer d'un mode à l'autre, il faut faire un paquet de petits pas, chacun étant improbable parce qu'ils vont se promettre dans le désert, donc il y a peu de chances d'aller dans en fait, il veut retourner vers. Si on est dans le mode chat, il veut rester dans le mode chat, puis s'en éloigner, ça devient exponentiellement difficile, surtout si on doit faire beaucoup de pas comme ça. Puis donc, en gros, c'est pour ça que les chaînes MCMC n'ont pas vraiment fonctionné pour le machine learning dans le genre de données qui nous intéresse en IA. Mais ces travaux-là ont quand même donné lieu à plein de choses intéressantes. Entre autres, on peut interpréter ce qui se passe dans certains de ces systèmes-là comme qu'on apprend essentiellement deux transformations. Une qui va de l'espace d'entrée vers un espace de représentation, puis une autre transformation qui retourne dans l'autre sens. Puis ce genre de schéma-là, on appelle ça des auto-encodeurs. L'idée des auto-encodeurs, ça date des années 90. L'analyse en composante principale, c'est une sorte d'auto-encodeur linéaire où le mapping de l'input vers le code, c'est juste une matrice. Puis le décodage aussi. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le problème avec l'analyse en composante principale, c'est que ça nous permet seulement de représenter des variétés affines. Et les probabilités de distribution d'objets compliqués comme des images ne sont pas juste des plans qui couvrent l'espace, mais ça va être des variétés très courbes et très complexes. Puis on a des idées de pourquoi c'est courbe et pourquoi c'est comme ça en rapport avec les structures d'espace de pixels, avec les opérations qu'on peut faire sur les images comme des translations, des rotations et tout ça. Donc, on a besoin d'encodeurs et de décodeurs non linéaires pour capter la structure de ces variétés. Je pense que j'ai déjà expliqué l'idée de variété là, dans les slides juste avant. Donc, on veut pouvoir gérer des variétés qui sont pas connues, là, mais qui pourraient être concentrées comme ces spaghettis. Et les spaghettis n'est pas direct, justement. Donc, ce que fait l'encodeur et le décodeur, c'est mapper d'un espace où la distribution a l'air très compliquée à un espace où il va être simple. Donc, il y a pas mal de variantes qui existent. Je n'entrerai pas dans les détails. On peut créer des fonctions objectives, genre la base, c'est l'erreur de reconstruction. Donc, si je prends l'input, je l'encode, puis après, je le décode. Jusqu'à quel point je suis loin d'où je suis parti. Donc, ça peut être exprimé de manière probabiliste ou avec une distance. Puis, il y a des variantes aussi où on va ajouter du bruit dans tout ça, qui va nous aider à représenter pas seulement
à capter une représentation, mais aussi à capter une distribution sur les données. Et donc là, il y a un paquet de variations qui existent. La plus connue, c'est ce qu'on appelle les auto-encodeurs variationnels. Je n'entrerai pas dans le détail non plus mathématique de ça, mais en gros, on se retrouve finalement avec deux genres de distributions, là, les distributions qui vont encoder les entrées vers des représentations. Là, on les appelle Q, puis des distributions ou des transformations qui vont générer des données à partir des représentations latentes ou qui vont générer des représentations latentes, puis on va les appeler P. Puis les différents critères qu'on a pour entraîner ça, ça correspond à essayer de faire que le P et le Q, les deux se ressemblent. Et c'est relié aux approches variationnelles en optimisation, mais je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail parce qu'on n'est pas capable de calculer, en gros, on n'est pas capable de calculer la log vraisemblance de manière exact, là, ça implique des sommes pas tractables. Et on va faire, à la place de ça, on va considérer une borne sur la log vraisemblance qui va ressembler à cette KL-là. Et cette KL-là, on peut la calculer par échantillonnage, Monte Carlo, sans faire une chaîne de Markov. Et donc, ça nous donne quelque chose qui est relativement tractable pour entraîner à la fois l'encodeur et le décodeur. Il y a un autre genre de modèle génératif qu'on a développé dans mon groupe vers 2014 qui n'a pas besoin non plus d'une chaîne de Markov pour synthétiser des exemples. On va avoir un réseau qui va directement prendre des variables genre des données, des vecteurs gaussiens, par exemple, ou uniformes, et les transformer en quelque chose qui a la bonne distribution approximativement. En fait, donc, toutes les images que vous voyez là ont été générées par ce genre de réseau de neurones. Donc, les images de visage, par exemple, ce n'est pas des vraies personnes. C'est complètement inventé par l'ordinateur qui a été entraîné avec des centaines de milliers d'images de visages, puis là, il invente des nouveaux visages. Puis ce qu'on voit en haut, c'est la progression. C'est intéressant de voir comment la recherche progresse. Là, en 2014, quand on a sorti notre papier, c'était le genre d'image de visage qu'on pouvait synthétiser. Vous voyez le grain, le bruit et tout ça. Puis là, ça s'est amélioré. Et maintenant, en fait, là, on est en 2021, c'est encore mieux parce qu'on peut faire ce genre de truc à des images à très haute résolution qui sont pratiquement indistinguables de vraies images. Donc, c'est quand même assez capotant. On peut faire que ces générateurs soient conditionnels, c'est-à-dire qu'ils génèrent, étant donné un input, comme en bas à droite, ce qu'on voit, c'est un de ces systèmes-là qui a été développé en 2018, qui va prendre une phrase comme « This bird is red with white and has a very short beak » et qui va produire une séquence d'images de graduellement plus haute résolution qui est supposée illustrer cette phrase. Donc, on a une distribution conditionnelle, finalement. Donc, non seulement on peut générer de distribution, mais de distribution conditionnelle, étant donné des exemples, évidemment. Donc, on a entraîné ça avec des paires, phrases, images. Donc, si on regarde un peu plus à l'intérieur du GAN, comment ça marche, il y a deux réseaux de neurones. Donc, c'est un peu différent dans l'auto-encodeur aussi, il y a deux réseaux de neurones, un encodeur, un décodeur. Mais là, c'est comme si on a juste le décodeur, qu'on appelle un réseau générateur. Lui, il prend en entrée un vecteur aléatoire d'une distribution fixe simple, comme une gaussienne, et il transforme ça, comme je disais tantôt, en, mettons, une image. Puis là, il y a un deuxième réseau qu'on appelle le discriminateur. Et lui, c'est un classifieur binaire qui est entraîné à séparer les images générées par le générateur des vraies images dans un training set. Donc, il y a comme il voit deux genres d'images, puis il faut qu'il classifie, est-ce que c'est une vraie ou c'est un fake? Puis là, on utilise la sortie du discriminateur comme fonction objective pour entraîner le générateur, de façon à ce que le générateur puisse donner l'impression au discriminateur que ce qu'il produit, ça a l'air d'être une vraie image. Donc, quand le discriminateur n'est plus capable de séparer, le générateur a réussi. Évidemment, c'est une espèce de course, c'est analysé à travers la théorie des jeux. C'est comme deux joueurs, le générateur et le discriminateur. Le générateur essaye de tromper le discriminateur, puis le discriminateur essaye de voir, de séparer les images du générateur des vraies images, donc trouver en quoi ces images-là ne sont pas vraies. Y a-t-il des détails qui permettent d'identifier que ce n'est pas des vrais? Et donc, c'est une espèce de course entre les deux là, qui
qui peut être, au départ, on avait beaucoup de difficultés à optimiser ça parce que ce n'est pas un problème d'optimisation classique. Chacun a sa fonction objective, mais il y a eu beaucoup de progrès et aussi, autant au niveau des algorithmes qu'au niveau théorique pour comprendre ce qui se passe. En fait, on est en train d'optimiser une fonction objective qui a rapport avec une mesure de distance entre la distribution générée par le générateur et la distribution d'entraînement. Donc, ça fait ce qu'on veut finalement. Oui, c'est ça. Donc, pour résumer, le générateur, c'est un réseau de neurones, peut-être à convolution si on travaille sur des images qui va à l'inverse. Donc, il part d'une distribution gaussienne et il produit une image. Puis, le discriminateur, lui, il prend une image, il ne sait pas d'où elle vient, mais il essaie de guesser d'où elle vient. C'est ça, les deux morceaux. Donc là, il y a plein de maths amusantes autour de ça. Je n'ai pas le temps, vraiment, ça ne vaut pas la peine que je passe là-dessus en détail, mais on peut prouver plein de choses intéressantes. Mais grosso modo, on va apprendre à séparer, on va apprendre à générer de façon à ce que ça ressemble aux données d'entraînement, ce qui est ce qu'on veut. Et il y a des variantes de cette idée-là où on entraîne un classifieur à séparer deux distributions qui peuvent être utilisées pour d'autres choses que juste apprendre des modèles génératifs. Par exemple, vous savez que deux variables aléatoires sont indépendantes si la jointe est égale au produit des marginales, comme P de AB égale P de A fois P de B. Donc, on peut entraîner un classifieur qui, étant donné des échantillons d'une distribution jointe, et étant donné des distributions des deux marginales, va essayer de voir s'il y a une différence entre les deux distributions. Il va essayer de classifier les paires AB. Est-ce qu'elles viennent où on a séparément échantillonné A et B, ou est-ce qu'elles viennent de la jointe? S'il ne peut pas faire la différence entre les deux, ça veut dire que les deux distributions, ça veut dire que la jointe factorise, ça veut dire que les deux variables sont indépendantes. Donc, on a un test d'indépendance qu'on peut entraîner, puis c'est relié à… une fois on peut faire ça, on peut estimer des informations mutuelles, parce que l'information mutuelle, si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ben, il y a un ratio de P de AB divisé par P de A fois P de B. Donc, en fait, la quantité de base qui est utilisée dans l'information mutuelle, c'est une espèce de comparaison entre la jointe et le produit des marginales. Fait on peut aussi estimer des informations mutuelles avec ce genre de gadget. Toujours en entraînant des classifieurs là, qui séparent différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Puis il y a plein de maths amusantes. Là. Enfin, vous voyez ici la formule de l'information mutuelle en haut. C'est l'espérance sur la jointe du log de la probabilité de la jointe divisé par le produit des marginales. Et ça, ben, on peut le réécrire comme une divergence locale, une mesure de similarité de distance, pas tout à fait une distance, entre les deux distributions qui nous intéressent, la jointe et le produit marginal. Et là, on peut écrire une borne sur cette quantité-là, l'information mutuelle, dans laquelle on introduit notre réseau de neurones T, là, qui va être entraîné à maximiser cette borne et donc estimer une borne inférieure sur l'AKL. Donc, on entraîne un réseau de neurones T qui va essayer de donner un score, un scalaire qui va être élevé quand ça vient de la jointe, puis qui va être petit quand ça vient du produit marginal. C'est toujours dans la même idée qu'on essaie de grosso modo classifier entre les deux distributions, mais la formule est un peu différente et ça nous donne une borne plus tight que ce dont je vous ai parlé auparavant. OK, fait que là, on change de sujet. Avant de changer de sujet, là, je vais juste voir s'il y a des questions pour ce que j'ai raconté jusqu'à présent aujourd'hui. Ça va? OK. Là, je vais parler d'un développement relativement récent. Donc, en fait, ça date de 2014 aussi, là, comme les GAN. Mais qui continue à avoir des impacts importants et des développements significatifs dans le développement de nouvelles architectures d'apprentissage profond. Je l'ai mentionné hier ou avant-hier, donc c'est cette idée d'attention
ça change complètement la donne concernant ce qu'on peut faire avec des réseaux de neurones. Alors, nous, on a découvert ça dans les recherches qu'on faisait en 2013-2014, puis c'était publié en 2015, pour entraîner les réseaux de neurones à faire de la traduction automatique. C'est-à-dire, par exemple, prendre une phrase en anglais puis produire une phrase en français. Et l'intuition que j'ai eue à un moment donné, c'est de dire, quand on traduit, on ne va pas transformer toute la phrase en anglais en un vecteur, c'est comme une représentation, puis après ça, on va cracher toute la phrase en français. Puis pour convaincre que ce n'est pas une bonne stratégie, pensez à traduire un livre au complet. Si on traduit un livre au complet, on ne va pas comme lire tout le livre en anglais, puis là, OK, on a tout ça dans notre tête, et là, on va pondre le livre en français. Il va nous manquer des détails. Fait qu'on veut, quand on pond, on peut faire ça, mais après, quand on pond le livre en français, on a besoin de référer à des phrases spécifiques dans la version anglaise. Puis référer à des phrases spécifiques ou des mots spécifiques, c'est là que l'attention intervient. Donc, on peut voir l'attention comme une espèce de pointeur, comme en informatique, là, vers des éléments spécifiques d'une liste ou d'un ensemble. Et on va apprendre à choisir où on veut pointer, où est-ce que l'attention doit aller. Si je suis en train de traduire le mot chien pour dog, ben, je veux voir c'était quoi le mot en français, puis peut-être ce qu'il y avait autour de ce mot-là, pour trouver la bonne traduction. Je n'ai pas besoin de conditionner sur un milliard de choses à la fois. Donc, on apprend un réseau de neurones qui va donner un score à chacun des éléments de l'entrée ou de la couche précédente, si on fait ça à plusieurs couches, qu'on peut voir comme un ensemble ou une liste. Et donc, on va scorer chacun de ces éléments, puis après ça, celui qui est plus fort va gagner. On va faire ça soft, donc on appelle ça soft attention. Et on va ensuite donner un poids à chacun de ces éléments-là dans une combinaison convexe, c'est-à-dire que les poids vont sommer à 1 et ils sont positifs. Puis, l'élément qui aura reçu le score le plus élevé va pouvoir envoyer son message pour la tâche qui s'en vient. Donc, mettons, on veut produire le prochain mot. Et dans mon exemple de chat et de dog, ben, on va espérer que le mécanisme d'attention va reconnaître que dans le contexte de ce qu'on essaie de traduire, là, il faut mettre l'attention sur le mot chien dans la version française et peut-être son entourage. Et donc, on va avoir un poids élevé sur ces représentations qui viennent de cet élément. Et on va faire une combinaison linéaire qui fait qu'il y a une compétition entre les différents éléments sur lesquels on peut donner de l'attention. Et la descente de gradient stochastique ils vont se battre entre eux, là, puis il y en a un qui va gagner. Et voilà, c'est comme ça qu'il va apprendre à porter attention là où il faut. Du coup, ça généralise les réseaux de neurones à des systèmes, des machines qui vont opérer non seulement sur des vecteurs, c'est classique, mais sur des ensembles. Et on va décomposer chacun des éléments dans l'ensemble d'habitude en une partie valeur et une partie clé. Donc, la partie clé, c'est ce qui est utilisé par le mécanisme d'attention pour décider quel score on va donner à chacun des éléments. Puis la partie valeur, mais c'est ce qu'on veut transmettre downstream. Si on est sélectionné, c'est ça qu'on veut envoyer comme message au prochain module qui va prendre ça en entrée. Fait que, il y a des architectures qui s'appellent les transformeurs qui ont été proposées en 2017, donc une couple d'années après ça, qui sont des élaborations de cette idée-là avec plusieurs couches d'attention et qui marchent extrêmement bien. Et pratiquement tous les résultats à l'état de l'art en traitement du langage naturel maintenant utilisent ces mécanismes d'attention avec des architectures de transformeurs. Je vais sauter ça, je vais sauter ça. Si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le transformeur, les éléments à un certain niveau, à une certaine couche, vont avoir une représentation, puis aussi à la couche d'après. Sauf qu'à la couche d'après, la représentation, mettons, d'un mot, ça va être dans son contexte et va pouvoir incorporer de l'information qui a été sélectionnée par le mécanisme d'attention d'autres mots. Par exemple, mettons le mot « it ». C'est problématique en anglais ou en français. On a des mots comme ça qui n'ont pas beaucoup de contenu, ils font référence à autre chose. Pour donner une bonne représentation au « it » dans cette phrase-là,
dans le fond, on aimerait que le mécanisme d'attention trouve à quoi le hit réfère. Donc là, il n'est pas sûr est-ce que c'est animal ou street, parce que dans le fond, c'est deux noms. Okay? C'est hit, ça doit faire référence à un nom qui précède. Et le mécanisme d'attention va apprendre, à cause du contexte sémantique, là, que c'est plus animal que street qui devrait être le contenu qu'on va associer à hit. C'est ça. Chaque couche du transformeur va transformer un ensemble de représentations en un nouvel ensemble de représentations en utilisant les mécanismes d'attention pour sélectionner quelles parties, quels éléments de la couche précédente il va écouter, puis ensuite combiner là, pour arriver à la représentation de l'élément à la couche suivante. OK, fait que ça, j'ai passé vite, mais il y a des tonnes et des tonnes d'articles sur les transformeurs parce que c'est comme le state of the art dans beaucoup de domaines. Il y a aussi une autre extension qui est reliée, là, il y a beaucoup de liens avec les histoires d'attention puis de transformeurs, c'est les réseaux de neurones en graphes. Donc là, l'idée, c'est on va pouvoir prendre un graphe en entrée et produire un graphe en sortie ou produire un vecteur en sortie. Jusqu'à présent, on avait les réseaux de neurones multicouches de base qui prennent un vecteur en entrée, qui produisent un vecteur en sortie. On avait les réseaux à convolution qui prennent des images, on peut comme une structure, comme une grille 2D, qui produisent des images ou des classifications ou n'importe quoi. On a vu les réseaux récurrents qui prennent des séquences qui peuvent produire des séquences. Là, on a des réseaux de neurones en graphes, graph neural nets, qui prennent des graphes, qui manipulent des graphes. Donc, la structure du graphe, elle n'est pas nécessairement la même d'un exemple à l'autre. Par exemple, on peut appliquer ça à des molécules. Donc, les différents exemples dans notre ensemble de données, c'est des molécules et mettons un score pour la molécule. Donc, là, l'entrée, c'est un graphe. Selon la molécule, ce n'est pas le même graphe. Puis, comment est-ce qu'on peut généraliser la même machinerie à plusieurs graphes qui ont des structures différentes? C'est qu'on va réutiliser les mêmes paramètres à différents nœuds du graphe. Donc, c'est un peu le même principe que dans les réseaux à convolution. On utilise les mêmes paramètres à différentes positions pour différentes features. Dans les réseaux récurrents, on utilise les mêmes paramètres à différents points dans le temps. Et dans un graphe, on utilise les mêmes paramètres à différents nœuds du graphe ou différents bords, différentes arêtes du graphe. Et à chaque nœud du graphe, il va avoir un vecteur de représentation. Et puis là, on va itérer des communications entre les nœuds où ils s'échangent des messages, des vectoriels, et ils updatent leur état. Puis si on attend suffisamment de temps, mais ça permet à l'information de se propager d'un bout du graphe à l'autre. Et finalement, à chaque nœud, on a maintenant une représentation qui dépend de l'ensemble du graphe. Puis après ça, on peut agréger si on veut sortir quelque chose qui soit de taille fixe ou une prédiction, une classification, etc. Ces graphes ont été utilisés pour des objets comme des molécules, mais aussi pour des graphes sociaux. Donc là, les nœuds, ce serait, mettons, Facebook, on va avoir un nœud pour chaque personne, puis les arêtes, ça correspond à des relations d'amis ou des trucs comme ça. Donc, c'est très, très utilisé dans l'industrie, l'inutile de le dire. OK. Là, je suis passé très, très vite. Et je vais changer encore de sujet, parce que j'en ai plusieurs que je veux comme vous donner des petites capsules. Un des sujets qui m'a intéressé beaucoup dans la dernière année à cause de la pandémie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'optimisation boîte noire, black box optimization, et l'apprentissage actif. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est pertinent. C'est que c'est des choses qu'on peut utiliser pour découvrir des nouveaux médicaments. On peut s'en servir aussi pour découvrir des nouveaux matériaux, pour découvrir comment contrôler un système. Et on a des travaux pour utiliser le même genre d'algorithme pour apprendre à raisonner et à découvrir des modèles causaux. Fait que il y a beaucoup d'utilisation de ces algorithmes-là, mais on va prendre le cas de découvrir des molécules comme une espèce disons, de template pour réfléchir à ça. Le cas de figure le plus simple, c'est que, imaginons que je peux faire des expériences sur des molécules. Ou peut-être que j'ai un système de simulation quantique ou même un vrai quantum computer qui me permet, étant donné une molécule candidate, de produire un nombre qui me dit si elle fait la job ou pas. Donc, peut-être que je vais faire une vraie expérience biologique ou peut-être que j'ai un modèle
chimique qui prend peut-être beaucoup de calculs là, pour estimer la réponse. Quoi qu'il en soit, mathématiquement, on va dire que c'est une fonction f qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est black box optimization. Puis nous, on cherche des x qui donnent des valeurs élevées à f. Donc, d'où optimisation. C'est qu'on va optimiser quelque chose pour lequel on n'a pas, c'est un processus qu'on ne connaît pas vraiment, là, ou en tout cas, on ne peut pas calculer les dérivés. Donc, on ne peut pas faire la descente de gradient, mais on veut chercher des configurations X dans un espace comme, mettons, l'espace des graphes moléculaires, qui vont donner des valeurs élevées de cet oracle. On va l'appeler un oracle aussi parce que c'est comme un truc mystérieux qui donne des réponses à nos questions, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça, en gros. Donc, si on formalise un petit peu ça, c'est relié à un domaine de recherche qui date depuis les années 90 en apprentissage automatique, qu'on appelle l'apprentissage actif. Parce que la manière dont on va faire cette black box optimization, ça va être itératif. Donc, l'apprenant, le système qui fait l'optimisation, il va poser des questions à l'oracle et il va obtenir des réponses. Là, on va se trouver avec des paires XY. Puis là, on va entraîner notre système pour qu'il puisse produire plus de questions, et en espérant qu'à travers ces questions, on va obtenir des réponses qui sont bonnes, donc avec des valeurs élevées de f. Donc, dans l'apprentissage actif standard, là, celui des années 90, l'ensemble de toutes les questions possibles n'est pas trop grand. Alors, ça a été utilisé dans un contexte d'apprentissage où on a des données, des X pour lesquelles on connaît la réponse, donc ce qu'on appelle des données étiquetées, puis on a une liste mettons, d'images pour lesquelles on ne connaît pas la réponse, mais on peut demander à quelqu'un, on peut demander à un oracle de nous donner la réponse. Donc, on va itérer, poser nos questions à l'oracle, puis au fur et à mesure qu'on obtient des réponses, ça fait augmenter notre ensemble d'entraînement pour un prédicteur là, qui va prédire, qui va essayer d'approximer F, qui va, mettons, prédire F et qui va prédire Y à partir de F, puis on a une fonction de terte, genre l'erreur quadratique, quelque chose, ou une erreur de classification. Maintenant, pour décider quels exemples on va choisir, ça nous prend une espèce de fonction de score qui, disons, intuitivement, pourrait être quelque chose comme on veut choisir des X tels que ça va nous donner le plus d'informations possible sur la fonction F. Et une heuristique raisonnable, c'est de dire là où notre apprenant, qui a estimé F, est le moins certain de sa réponse. Donc, il y a une notion d'incertitude, d'entropie ou de ce que je vais vous parler d'incertitude épistémique. Alors, il y a plusieurs problèmes, là. Comment on estime cette incertitude et comment on choisit les X. Puis, un des problèmes pratiques là, dans la vraie vie, comme mettons si tu travailles sur des molécules, c'est que le nombre de configurations de X est trop grand. Le nombre de configurations possibles, le nombre de questions qu'on pourrait poser à notre banc d'essai expérimental est trop grand. On ne peut pas juste énumérer tous les cas de figure puis calculer un score pour chacun. Il y en a un nombre exponentiel, genre 10 à la 60. Donc, il nous faut un autre mécanisme. Puis, ouais, je vais arriver à ça. Avant d'arriver à ça, je vous explique un concept très intéressant en apprentissage automatique, c'est le concept d'incertitude aléatorique versus épistémique. Donc, ce qui est aléatorique, ça veut dire la partie, j'en ai parlé un peu quand on parlait de la décomposition de l'erreur en biais et variance, et bruit, mais c'est le bruit. C'est-à-dire, c'est la partie de la distribution qui est complètement hors de notre contrôle, qu'on ne peut pas prédire Y à partir de X mieux que ça. C'est l'erreur que ferait le meilleur système possible parce qu'il y a de l'aléa. Okay? Donc, c'est aléatorique, il y a de l'aléa. Même si on avait une quantité infinie de données, il nous resterait un certain niveau d'incertitude sur les bonnes réponses. Puis, l'incertitude épistémique, c'est le reste, c'est-à-dire tout ce qui, dans notre erreur qu'on fait, dans notre prédiction,
pourrait être réduit à zéro si on avait assez de données, assez de puissance de calcul et tout ça, donc il est dû à l'apprenant et au prédicteur. C'est important de faire la différence entre les deux parce que dans le contexte ici de l'apprentissage actif, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de choisir les exemples incertains parce qu'ils sont bruités, je suis devant une télé avec du bruit blanc, il y a énormément de bits d'informations là-dedans, d'un point de vue entropie, mais ça ne m'intéresse pas parce que, dans le fond, c'est des configurations de pixels complètement imprévisibles de toute façon. Même si j'en observerais pendant 2 heures du bruit blanc, ça ne m'aiderait pas à prédire le monde. On s'intéresse plutôt à l'incertitude épistémique. Et ça, c'est donc un peu plus compliqué, mais aussi plus intéressant. Il y a des méthodes basées sur les statistiques bayésiennes au départ, mais qui ont été étendues, qui ont été développées, ça s'appelle le Bayesian Optimization, pour justement faire ce genre d'optimisation boîte noire et de active learning, dans lequel on va utiliser l'idée qu'on n'a pas seulement un prédicteur, mais une distribution sur nos prédicteurs pour estimer l'incertitude épistémique. Donc, si je n'ai pas une réponse, mais un paquet de réponses qui vient du fait que j'ai une quantité finie de données et j'ai une variance entre ces réponses-là, ben, voilà, tout de suite, cette variance, ça me donne un genre d'approximation de l'incertitude épistémique. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a aussi notre prédicteur moyen, c'est comme prédicteur unique, là. Pas la variance, mais l'espérance sur toutes nos fonctions, c'est quoi? Où on pense qu'est la bonne réponse, une seule réponse. Et versus comment les différents prédicteurs qu'on pense qui sont plausibles diffèrent entre eux. Donc là, on peut combiner les deux, puis il y a plusieurs heuristiques qui ont été proposées pour ça. Plus simple, c'est genre, on additionne les deux avec une pondération. Ça s'appelle Upper Confidence Bound. Et on peut prouver que si on utilise ce genre d'heuristique, on va finir par trouver le maximum, puis on va finir par optimiser notre fonction, mais ce n'est pas nécessairement la plus efficace. Donc, en fait, ce schéma dont je viens de parler, si on y rajoute l'idée d'un modèle générateur, une politique de génération pour produire des configurations candidates, ça nous amène proche de quelque chose qu'on appelle Model-Based Reinforcement Learning. Donc, c'est un des domaines de l'apprentissage automatique, l'apprentissage par renforcement. Puis Model-Based, ça veut dire que les politiques, dans notre cas, pour générer des expériences et des candidats, sont apprises en se basant sur un modèle du monde. Donc, le modèle du monde, dans notre cas, c'est entraîné à partir des données, mettons, des paires XY qu'on a observées. On essaye de construire une sorte de simulateur qui est cohérent avec ces paires XY. Donc, un modèle du monde, c'est comme une espèce d'image la plus fidèle possible de la réalité. La réalité, on ne l'a pas directement, mais on a des données qu'on a obtenues. Puis, contrairement à l'apprentissage classique dont on a discuté jusqu'à présent, on n'est pas dans une situation statique où l'ensemble de données il a été obtenu une fois pour toutes, puis là, après ça, on fait du machine learning avec. On est dans une situation où on peut demander des nouvelles données. Donc, c'est ça l'apprentissage actif. Puis, l'apprentissage actif génératif, c'est-à-dire qu'on a, en plus de notre modèle du monde, une politique générative qui propose des expériences, qui propose des candidats, des molécules qui pourraient être bonnes. Comment est-ce qu'on entraîne ce modèle génératif lui-même? Il y a plusieurs choses qui ont été proposées dans la littérature, mais on peut lui donner une récompense, une fonction objective, quand il produit des X qui donnent des Y élevés, grosso modo. Mais il faudrait aussi qu'on incorpore l'idée d'incertitude épistémique parce que s'il produit un X qu'on connaissait déjà la réponse, ça ne sert à rien. Okay? On a perdu notre temps, on refait une expérience qu'on a déjà faite ou qui est très proche d'une qu'on a déjà faite. On veut qu'il explore. Fait que, ça, c'est un modèle qui imagine et qui explore des choses différentes, une notion de diversité, etc. Fait qu'on rentre dans un terrain qui est très différent de tous les concepts qu'on a vus jusqu'à présent et qui est aussi assez fascinant.
euh, et, euh, et qui a beaucoup d'applications, comme je vous disais. Là, j'ai utilisé ça comme domaine d'application, mais un ensemble de domaines d'application, puis une espèce de structure pour résoudre ces problèmes-là. Mais je vais revenir un peu en arrière sur l'apprentissage par renforcement, parce que c'est quand même un domaine important de l'apprentissage automatique. Et ça généralise un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent, dans le sens qu'on est dans une situation où on n'a pas un ensemble de données fixes, mais on a un agent apprenant dans un environnement. Donc, on peut formaliser ça de plusieurs manières. Le plus simple, c'est ce qu'on appelle un processus de décision markovien, où l'agent est capable d'observer l'état de l'environnement. Donc, l'état de l'environnement, c'est comme au sens physique là, ou en mathématiques, c'est-à-dire qu'on sait que l'environnement transite d'un état à l'autre selon une distribution qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui est Markov par rapport à cet état. C'est-à-dire que l'état résume tous les états précédents. On n'a pas besoin de regarder la chaîne de tous les états précédents pour prédire le prochain ou la distribution du prochain. Donc, l'environnement, on ne le connaît pas. On va l'apprendre potentiellement avec un modèle, comme ce que je racontais ici, ou indirectement avec ce qu'on appelle les méthodes d'apprentissage par renforcement model free, donc sans modèle. On va directement apprendre une politique d'action. Alors, les actions, c'est quelque chose que l'agent peut faire. Il va tirer ses actions d'une distribution, mettons pi de A étant donné S, qu'il va apprendre. Donc, c'est la partie qu'il peut contrôler. Et ces actions vont avoir un effet sur la transition de l'environnement. Selon ce que je fais, l'environnement va réagir de manière différente. Puis l'autre notion qui est importante là-dedans, c'est la notion de récompense. Donc, à chaque étape dans les interactions avec l'environnement, on va peut-être obtenir une récompense. Donc, une récompense, c'est un nombre réel, ça peut être une variable aléatoire qui n'est pas nécessairement déterministe en fonction de l'état. Et généralement, ce qui nous intéresse en apprentissage par renforcement, c'est de maximiser la somme de toutes les récompenses futures. Donc, la politique optimale, on pourrait déclarer que c'est celle qui choisit l'action, de manière déterministe d'ailleurs, qui me donne l'espérance de la somme des récompenses futures la plus grande possible. Et là, il y a un paquet d'algorithmes qui ont été proposés, il y a un paquet d'approches. Je vais juste vous situer un peu dans l'espace de la recherche en intelligence artificielle. C'est un domaine assez important qui a connu beaucoup de croissance dans les dernières années. Puis l'exemple d'apprentissage actif, c'est un cas spécial finalement d'apprentissage par renforcement. Oui, alors dans l'apprentissage par renforcement sans modèle, model free, on n'a pas besoin de construire une représentation explicite de l'environnement. L'environnement, c'est une distribution conditionnelle de comment les états changent quand on fait des actions, puis quelle récompense on obtient. Alors, on pourrait modéliser ça sur une distribution conditionnelle. Notre agent peut observer des quadruplets. Là, dans tel état, j'ai fait telle action, puis là, on est passé dans tel état et j'ai obtenu telle récompense. On peut observer ces quadruplets et entraîner notre modèle en principe. Donc, ça, c'est l'approche model-based. Puis l'approche model-free, ben, on va directement apprendre la policy, la stratégie de décision. Puis, il se trouve qu'il y a un théorème super facile à montrer, là, qui dit qu'il existe cet estimateur du gradient G qui, grosso modo, nous dit si j'ai obtenu une bonne récompense en faisant l'action A dans l'état T, dans l'état S, je veux augmenter la probabilité de cette action. Puis, vice-versa, si j'ai eu une mauvaise récompense, je veux diminuer la probabilité. Sachant que les différentes actions compétitionnent entre elles, donc si on augmente la probabilité d'une action, on diminue la probabilité des autres. Voilà, et on peut montrer que l'espérance de cet estimateur de gradient, c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire c'est le gradient de l'espérance des récompenses, la somme des récompenses futures. Donc ça, c'est cool, et il y a beaucoup d'algorithmes qui sont basés là-dessus. Entre autres, les méthodes utilisées pour construire le champion du monde au jeu de Go aujourd'hui, depuis 2016, qui utilise l'apprentissage par renforcement. Et plus récemment, de la même compagnie, DeepMind, qui a développé AlphaGo pour le jeu de Go, ont développé
AlphaFold pour pour proposer une structure 3D pour les protéines, étant donné leur séquence. Donc, passer de la séquence vers la structure 3D, donc les positions X, Y, Z de chacun des atomes. Et ça, c'est resté un problème ouvert pendant beaucoup de décennies. Beaucoup de laboratoires de biologie moléculaire ont essayé de faire des algorithmes qui font ça, puis ça n'a jamais été très fort. Donc, avec des méthodes expérimentales, on peut atteindre, disons, un taux de fidélité par rapport à la réalité chimique d'à peu près 90 %. Puis jusqu'à présent, les meilleurs systèmes qu'on avait jusqu'à récemment, c'était de l'ordre de 30-40 %. Et là, avec AlphaFold, on est rendu à proche de 90 %. C'est dire que c'est comme on a un changement de phase, là, on peut dire, en biologie. Et les promesses de ça, là, pour moi, c'est révolutionnaire là, pour la biologie puis la médecine éventuellement. Là, j'arrive à la dernière partie de ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur les sujets que j'ai discutés jusqu'à présent? Ah, je vois qu'il y en a une. Jérémy, un exemple de petit projet libre qui utilise ce type de renforcement avec lequel vous pouvez vous amuser un peu. OK, super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la dernière partie de ma présentation qui est plus sur des sujets à l'état, disons, à la frontière. Là. Et c'est quoi qui manque finalement? Il y a plusieurs choses qui manquent, mais en tout cas, moi, ce que je considère comme une des choses plus importantes qui manquent, c'est autant au niveau théorique. Oui. Il y a une petite question dans le chat. Une autre. Une autre, OK. J'écoute. Voilà. Qu'est-ce qui nous garantit que la propriété de Markov est satisfaite? Ben non, en fait, on n'est pas du tout garanti et je n'en ai pas parlé, mais en général, dans la vraie vie, ce n'est pas Markov. Okay? C'est-à-dire que vous n'observez pas l'état du monde, la position et la vitesse de tous les atomes de l'univers. Okay? Ça se peut pas. Donc, on tombe dans un cadre qui s'appelle Partially Observable Markov Decision Process. Donc, je ne sais pas c'est quoi la traduction, mais des processus de Markov, de décision Markov, mais partiellement observable. Donc, on n'observe pas tout l'état, on observe une fonction de l'état. Et c'est plus la vérité, c'est plus plus compliqué. Les algorithmes, disons, qui essayent d'être exacts pour ça, c'est intractable, ce qui n'est pas le cas des MDP. Mais si on regarde tous les résultats récents là, au point de vue des algorithmes qui ont été utilisés, déployés comme pour jouer à des jeux, par exemple, etc., beaucoup de ces algorithmes, ils fonctionnent dans le cas POM-DP, c'est le cas où on n'observe pas l'état, mais on observe quand même quelque chose qui est indicatif de l'état. Donc, on a des algorithmes qui fonctionnent, on n'a pas nécessairement de garantie, mais oui, dans la pratique, souvent, l'état n'est pas observé. Maintenant, dans mon exemple avec les protéines, l'état est observé parce qu'on connaît la position des atomes dans la protéine, puis c'est tout ce qui nous intéresse. Et dans le cas du Go, aussi, on connaît l'état parce qu'on connaît le board, mais ce n'est pas représentatif de la vraie vie. OK, on s'entend. Un robot ne connaît pas l'état de son environnement. Dans le sens où j'ai cru comprendre que seule l'info du présent compte. Oui, bien c'est ça. Donc, la manière dont on bypasse ce problème que l'état n'est pas complètement observable, c'est que notre politique, au lieu de dépendre juste de l'état courant, va dépendre des options. On n'en peut plus d'état, on ne connaît pas l'état, mais on a des observations. Va dépendre de la séquence de toutes les observations qu'on a faites jusqu'à présent. Fait que finalement, toute notre historique de vie va être résumé dans une tentative d'état que l'apprenant construit, avec un réseau récurrent, par exemple. C'est souvent ça qui est utilisé. Et on va apprendre une politique qui va être conditionnée sur ce résumé, mais qui est maintenant une représentation apprise de l'état. On ne sait pas si c'est le vrai état. En fait, on sait que c'est incomplet, mais c'est le mieux qu'on peut faire. On va extraire l'information de toutes les observations qu'on a eues pour faire un genre de guess de l'état du monde pertinent aux tâches qu'on veut apprendre. Ça va, ça répond à la question? Merci beaucoup. OK. Donc, je reviens à les prochains défis. Donc, je pense qu'un des plus gros défis, c'est que toute la théorie et beaucoup des algorithmes ont été
mis au point avec cette idée qu'on va appliquer notre système qui a appris dans des situations qui proviennent de la même distribution que celles qui ont servi à générer les données d'entraînement. Puis, ce n'est pas non plus réaliste. Le monde change, donc il y a des non-stationnarités. On a peut-être plusieurs agents qui interagissent entre eux, puis là, ben, on tombe dans la théorie des jeux, et là, ce n'est pas stationnaire. Là. Selon ce que l'autre fait, puis encore plus, ce que l'autre apprend, ses réactions vont être différentes. Donc, il y a plein de raisons qui font qu'on ne veut pas cette situation. Puis il y a aussi une question de robustesse. Genre, on entraîne notre système d'apprentissage sur des données acquises d'une certaine manière. On l'entraîne et on le teste en laboratoire. Il y a des chances qu'on va pouvoir l'appliquer dans des situations un peu différentes. Genre, on entraîne sur des données d'images de certains hôpitaux, puis on voudrait que ça marche sur d'autres hôpitaux. Et il n'est pas dit que les hôpitaux qu'on a utilisés pour entraîner sont représentatifs. Peut-être qu'on a juste des hôpitaux canadiens, puis on voudrait que ça marche en Angleterre. Donc, c'est un problème fondamental de généralisation, qui est une sorte de généralisation plus puissante que celle qu'on a discutée jusqu'à présent. Donc, toutes les théories qui nous disent on est garanti de généraliser tombent par terre si on n'a plus de garantie que les données de test, là, les situations où on va appliquer, sont de la même distribution. Ça pourrait être arbitrairement différent de ce qu'on a vu dans l'entraînement, donc ça pourrait être arbitrairement mauvais, notre système. Mais les humains le font. OK? Donc, bon, premièrement, avant de parler de design, c'est bon de mesurer ça. Donc là, les gens le font déjà. Je vais prendre mon exemple d'hôpitaux. Mettons que j'aurais des données d'hôpitaux québécois puis des données d'hôpitaux ontariens. Je pourrais entraîner mon système sur les hôpitaux québécois et voir comment ça généralise sur les hôpitaux ontariens, sachant que ce n'est pas la même distribution, ce n'est pas les mêmes règles, etc. Et là, je vais avoir un estimateur hors distribution. Ce n'est pas juste une erreur de test habituelle, c'est quelque chose qui va être plus réaliste et moins optimiste. Et c'est ça qu'on veut mesurer en réalité quand on développe des systèmes pratiques. Et voilà, donc les gens commencent à faire ça. Maintenant, comment est-ce que les humains font? Parce que nous, on est confrontés à ça tout le temps. En fait, les animaux sont confrontés à un monde qui les entoure, qui change. Et beaucoup des recherches que je fais dans mon groupe essayent de s'inspirer de choses qu'on sait sur comment les humains font face à des changements de distribution. Entre autres, les humains sont capables d'organiser les connaissances qu'ils acquièrent en morceaux réutilisables de manière nouvelle. C'est ça qui est derrière finalement la notion de raisonnement. C'est quelque chose que les linguistes ont étudié depuis pas mal d'années. Donc, dans le langage, on fait ça tout le temps. On a des nouvelles phrases qu'on n'a jamais vues, puis qui peuvent être très différentes des phrases d'entraînement. Quand vous lisez un roman de science-fiction qui part dans quelque chose de complètement hors de la réalité, c'est clairement hors distribution. Puis ça s'applique dans le cas du langage, mais ça s'applique aussi dans le cas visuel et beaucoup de domaines. Puis, une manière de voir comment c'est différent chez les humains, pensez à vous conduisez dans une nouvelle ville. Donc là, les règles du code de la route ne sont pas les mêmes. Comment est-ce que vous vous comportez? Puis si on observe dans votre cerveau, qu'est-ce qui se passe qui n'est pas la même chose que quand vous êtes dans votre ville puis c'est votre chemin habituel? Et là, oui, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, regardez la figure à droite, la conductrice, elle dit à son passager, parle-moi pas, il faut que je me concentre sur la route. Tandis qu'à gauche, il est dans son chemin habituel, il n'y a pas de problème. Il peut être en mode automatique. Donc, il y a comme vraiment deux modes différents de fonctionnement du cerveau. Puis on voit à droite, ça utilise mécanismes d'attention et une espèce de focus sur certains éléments. Puis si on creuse un peu plus, on voit qu'il y a des capacités de traiter l'information qui sont très différentes, qui sont séquentielles, plus verbalisables. Je vais pouvoir vous dire, il y a une nouvelle règle du code de la route, là, quand il y a tel symbole, il faut faire ça, puis vous allez pouvoir adapter, mais il faut que vous y pensiez.
Et donc, on peut communiquer ce qui se passe à ce niveau de traitement d'information avec le langage, des connaissances explicites qui sont manipulées. Beaucoup de ce qu'on fait aujourd'hui essaye de mettre ce genre de structure-là. Et une manière d'y penser avec les idées que j'ai partagées déjà depuis le début et aujourd'hui en particulier, c'est grosso modo, on essaie d'apprendre à la fois un encodeur-décodeur qui prend les données brutes comme des images et les amène dans un espace abstrait dans le sens que ça correspondrait justement à des mots ou à des concepts qu'on peut manipuler consciemment. Et en plus d'apprendre cet encodeur et ce décodeur, on va apprendre aussi un modèle, comment ces concepts de haut niveau sont reliés entre eux, souvent de manière causale. Donc ça, c'est le genre de questions sur lesquelles on travaille en ce moment. Et ça fait connecter plein de domaines. J'ai parlé de la causalité là, dans ma première session et des inspirations cognitives, etc. Donc, je n'ai pas le temps, malheureusement, d'aller beaucoup plus en détail là-dessus. Mais si vous allez sur Internet, la moitié des talks que je donne dans les derniers 6 mois, la dernière année, ça parle de ce sujet-là. Donc, vous allez pouvoir creuser ça facilement. Puis, évidemment, il y a des articles, mais il y a beaucoup d'enregistrements de conférences que j'ai données qui portent sur ce sujet. Donc, si ça vous intéresse, là, il y a des versions étendues de ce que je vous raconte là, qui sont faciles à trouver. Et je vais arrêter là pour qu'on ait un petit peu de temps pour les questions qui nous restent, avec le temps qui nous reste. Parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que, ben oui, donc on a du temps pour des questions, des commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois 2, 3. Allez-y. Moi, j'ai une question, c'est Alexandre Giroir. Oui. Oui, je me demandais si les grands efforts de modélisation du cerveau, là, comme je pensais par exemple au Blue Brain Project à l'EPFL, est-ce qu'il se passe sur des travaux semblables aux vôtres ou c'est des méthodes complètement différentes? Est-ce que vous savez? Je ne pense pas qu'ils utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Ils vont plutôt faire de la modélisation, par exemple, de comment fonctionnent des différents types de neurones. Et après, ils vont simuler ça dans une énorme simulation très, très coûteuse parce déjà, chaque neurone est simulé à un niveau de précision avec des équations différentielles, etc., pour les courants qui changent dans différents endroits avec des modèles compartimentaux. Il y a peut-être des algorithmes d'apprentissage qui sont utilisés, mais je ne suis pas au courant. Donc, c'est très différent comme approche, en fait. Je dirais que c'est quasiment l'approche opposée à ce qu'on fait, ce que je connais. C'est-à-dire qu'ils partent des observations biologiques pour construire un modèle vraiment construit par des humains à partir des observations qui ont été faites. Ensuite, ils font des simulations pour voir si ça correspond à la réalité ou essayer de voir ce que ça donnerait dans différents contextes. Alors que ce qu'on fait avec l'IA intersection neurosciences, c'est plus des simulations qui ne cherchent pas nécessairement à être au départ fidèles à la neuroscience, mais plutôt à élucider des principes de calcul, d'optimisation, de généralisation, etc. Puis après, travailler avec des chercheurs en neurosciences qui, eux, vont faire des simulations qui vont être structurées autour de ces principes. Et je pense que c'est ça qui va fonctionner ultimement. Je vais vous donner une analogie pour expliquer mon claim. Imaginez des extraterrestres qui observent les humains de très haut. Donc, ils n'ont pas une très forte résolution sur ce qui se passe, mais ils voient les choses qui bougent sur la planète. Bon, déjà, ils font une première erreur, c'est que ils ont l'impression que l'espèce dominante sur la planète, c'est les voitures. Ben, c'est plus gros que les humains, fait qu'on les voit mieux. Et là, ils essaient de comprendre comment ça marche, les voitures. Mais ils ont juste des images d'en haut, fait qu'ils voient un petit peu la forme, etc., puis ils ne voient pas ce qu'il y a dans le moteur. Ils voient peut-être qu'il y a du cuir sur les banquettes, des choses comme ça. Ils pourraient faire un modèle où ils vont construire une voiture
mais basés sur leurs observations qui sont très incomplètes, sans comprendre qu'il y a un mécanisme sous-jacent, genre qu'on veut faire avancer la voiture, puis que c'est des humains qui la conduisent et qu'il y a un moteur à explosion et tout le kit, parce qu'ils n'ont pas accès à cette information. Du coup, leurs scientifiques, quand ils ont construit leur modèle, ils tournent la clé dans le contact, il ne se passe rien. OK? Ça ne marche pas. Et bon, là, j'ai fait un cartoon, mais c'est mon opinion. Donc, l'analogie, c'est avec le Blue Brain Project, là. Exactement. Blue Brain Project essaye de prendre les observations qu'on a sans construire une théorie globale qui a un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait du machine learning, le sens, c'est genre, on veut que le système soit capable de faire des tâches complexes comme la perception, l'action, etc. Et on veut qu'il s'améliore au fur et à mesure qu'il observe des choses. C'est ça le sens. Donc, ce que vous dites, ce serait comme construire un super ordinateur, mais que personne n'a jamais développé de langage de programmation ou quoi que ce soit du genre. En quelque sorte. Ouais. OK, ce serait pire que ça. Ce serait essayer au niveau des fils, là, des connecter ensemble. C'est quelque chose qui a l'air de ressembler à des vrais ordinateurs, mais qu'on n'a pas compris qu'il y a une logique, qu'on essaie de faire des fonctions, puis tout le kit. Donc, du coup, le courant va passer, mais il ne va rien se passer d'intéressant. Juste une seconde. Oui, Kenz. Bonjour, Monsieur Benjo, merci pour le topo. Ça montre que l'apprentissage profond, c'est un champ très vaste. Il y avait beaucoup... mais je vois que même en 3 heures, on n'a même pas... Juste pour vous donner une idée, là, les conférences majeures dans le domaine comme NeurIPS, il y a autour de 20 000 personnes qui viennent. C'est rendu aussi gros que, presque aussi gros, pas encore, mais ça s'en vient, là, que, mettons, les neurosciences, qui est un des domaines où il y a les plus grosses conférences au monde, avec 50 000 personnes. Il y a bien des articles. Là. Ouais, ça ne sera pas de retour en personne avant longtemps, je pense, avec 50 000 20 000 à 50 000 personnes. Ouais, non, il faut se donner des rendez-vous. Là. Voilà. Ma question, c'est, dans les diapos, il y avait vous avez évoqué beaucoup de notions de la théorie de l'information, donc la distance KL, l'information mutuelle, l'entropie. Et me demander, c'est quoi le statut des interactions entre les deux domaines, entre l'apprentissage profond, l'apprentissage machine et la théorie de l'information? Je dirais que jusqu'à récemment, ça allait plus dans un seul sens, c'est-à-dire la théorie de l'information nous donne des outils mathématiques qui sont très pertinents, là, comme si on veut apprendre à modéliser des distributions, des notions de KL et autres variations de la théorie de l'information, c'est très, très pertinent et c'est utilisé depuis des décennies en apprentissage automatique. Et là, il se passe quelque chose de nouveau. C'est, dans les dernières années, puis j'en ai glissé un mot un petit peu, c'est qu'on commence à avoir des outils en apprentissage automatique qui nous permettent d'estimer des quantités de théorie de l'information qui sont normalement intractables. On ne sait pas comment. L'information mutuelle, on ne sait pas la calculer en général, là, sauf pour des problèmes jouets. Ça reste intractable, mais il y a un principe qui est génial, c'est il y a des tâches intractables, puis j'inclurais là-dedans les chaînes de Markov Monte Carlo, dans le sens que le faire vraiment bien, on sait que ça prendrait un temps de calcul exponentiel en général. Donc, on sait qu'il n'existe pas de solution magique générale. Là, mais si on est chanceux, par exemple pour l'estimation d'informations mutuelles ou pour les chaînes de Markov CMC, il existe des régularités dans les distributions qui nous intéressent. C'est-à-dire qu'il y a une structure sous-jacente. Elle n'est pas nécessairement évidente. Mais à force de voir des données de ces distributions-là, un apprenant peut découvrir cette structure. Puis en découvrant cette structure, il peut approximativement répondre à la question intractable dans un temps de calcul très raisonnable. Et c'est ça qui se passe, en fait. C'est ça que fait l'apprentissage profond ou ce qu'essaie de faire l'apprentissage automatique en général. C'est résoudre des problèmes intractables. C'est pire qu'intractable parce que souvent, on ne connaît pas la distribution en question. On a juste des échantillons. Fait que, même si on avait un calcul infini, on ne pourrait pas faire la solution parfaite. Et donc, de toute façon, c'est des approximations, mais on a la possibilité de trouver des solutions qui semblaient inatteignables il y a quelques années parce qu'on va utiliser la structure inconnue, mais qu'on peut essayer de découvrir avec l'apprentissage pour nous permettre de répondre à ces questions.
Et donc là, il commence à avoir des choses dans l'autre sens. Ce n'est pas que ça va changer la théorie de l'information, mais que ça va peut-être donner des outils pratiques pour répondre à des questions qui viennent de la théorie de l'information et estimer des quantités qui viennent de là. Comme l'entropie, c'est la même chose. On ne sait pas la calculer en général. C'est le même genre de truc. Mais là, on commence à avoir des outils qui nous permettent de le faire. Évidemment, pas sans garantie ni exact. C'est fascinant justement que la théorie de l'information donne des outils mathématiques à l'apprentissage profond. Et maintenant, l'apprentissage profond rend l'appareil en donnant des outils numériques. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Plaisir. Angélique, est-ce que tu veux verbaliser ou tu veux que je lise ta question? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si actuellement les systèmes qui sont implantés permettent de recueillir, dans le fond, des nouvelles données pour faire un apprentissage qui est continu, parce que parfois, quand dans votre exposé, vous sembliez dire que c'était pas super adaptable ou les systèmes ne s'adaptaient pas si bien, étant donné que les training sets, dans le fond, étaient peut-être figés dans le temps. Oui. En fait, il y a tout un... Bien, ça touche à des choses que j'ai mentionnées. L'apprentissage actif, c'est un exemple d'apprentissage continu. Mais il y a le domaine, disons, de l'apprentissage continu qui pose exactement la question que tu poses. Alors, si on regarde les systèmes déployés industriellement, mettons Google, leur engin de recherche, à chaque jour, il est réentraîné. Je ne sais pas si c'est 24 heures ou si c'est moins, là, mais en tout cas, à un moment donné, c'était à tous les jours. Et donc, ils accumulent les données à chaque jour, puis il y a une équipe d'ingénieurs qui va utiliser les nouvelles données pour réentraîner, raffiner le ou les modèles existants et les tester avant de les déployer. Parce que quand tu entraînes, ton optimisation pourrait déraper, là, puis tu te trouves dans une solution qui est pire que ce que tu avais avant. Donc, tu veux attraper ces cas-là. Fait que c'est quand même, en termes d'ingénierie, c'est assez complexe, ces systèmes-là. Le problème de réentraîner sans avoir d'humain dans la boucle, c'est pas quelque chose qu'on sait faire super facilement, mais ça existe, c'est en place. Tous les systèmes industriels font ça. Là où ça commence à être plus intéressant, c'est si tu veux non seulement utiliser les nouvelles données que tu as, mais poser des questions sur peut-être que je pourrais intervenir pour choisir, pour avoir une influence sur les données que je vais recevoir. Genre, c'est l'apprentissage actif. Et puis aussi, l'autre question que tu veux poser, que j'ai aussi posée vers la fin, c'est les données que j'observe au fur et à mesure, peut-être qu'ils ne viennent pas toutes de la même distribution, parce que le monde change, je vais déployer dans des nouveaux pays mon système, etc., etc. Comment je gère ça de façon à ce que quand il y a quelque chose qui a changé dans la distribution, ou je suis comme une nouvelle place, un nouveau type d'usager, je vais pouvoir m'adapter rapidement. Adapter rapidement, ça veut dire que je n'ai pas besoin de beaucoup de nouveaux exemples de ces nouveaux cas ou cette nouvelle situation pour adapter, donc pas d'un point de vue computationnel, mais d'un point de vue généralisation, que je vais donner les bonnes réponses à partir de peu de cas. Et les humains sont très bons à ça. Donc, on espère utiliser de l'inspiration de comment les humains font face à ça pour s'en sortir. Et en fait, ma vision sur l'importance d'introduire la théorie de la causalité dans l'apprentissage automatique, c'est que ça va nous aider à faire ça. Parce que l'idée de base de la causalité, c'est qu'il y a une notion d'intervention qui crée un changement de distribution. Et si on a les bons mécanismes causaux, on peut prédire quelles vont être les conséquences de l'intervention. Et du coup, en fait, on peut généraliser à n'importe quelle nouvelle situation. Ça, c'est le cas idéal où on a compris la causalité qui existe dans le système. Et donc, comment on fait pour développer des apprentissages qui captent la structure causale? Ça fait partie des questions vraiment récemment posées. Là. On parle d'une couple d'années que vraiment les gens travaillent fort là-dessus. Il y a quelques chercheurs qui se creusent là-dessus depuis une dizaine d'années, mais ils se comptent sur les doigts d'une main.
Merci beaucoup. Mais là, c'est rendu un sujet chaud dans les conférences. Okay. Merci beaucoup pour les conférences, c'est super intéressant. Jean-Philippe, là, ta chance. Oui, voilà. Bon, ben, moi, j'attendais, je ne voulais pas prendre la place des jeunes. Donc, c'est ça. Donc, on sait que les exposés vont être sur la chaîne YouTube du CRM. Bon, la plupart des inscrits, c'était tous des étudiants qui avaient déjà un background en mathématiques assez fort. Donc, la plupart des gens sont convaincus de l'importance et de la beauté des mathématiques. Mais pour les néophytes, pour ceux qui ont moins d'expérience avec l'application des mathématiques, puis parfois on se pose la question à quoi ça sert les mathématiques, bien là, je pense qu'ici, on en a un très bel exemple. J'aimerais quand même avoir vos points de vue, M. Bengio, justement sur l'importance des mathématiques, puis le rôle que peuvent jouer les jeunes mathématiciens dans l'avancement de tout ce beau monde qui est l'intelligence artificielle. Bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, il y a un rôle très important parce que si je regarde dans mes étudiants ou ceux que j'ai eus dans le passé, parmi ceux qui réussissent le mieux, c'est souvent des gens qui ont un bon bagage mathématique. Pourquoi? Parce que la base, la compréhension des algorithmes, de pourquoi ils fonctionnent et comment ils fonctionnent, etc., ça fait quand même appel à des maths que genre l'étudiant en informatique lambda maîtrise pas. Donc, il y a des gens avec un bac en informatique qui vont commencer des études graduées en apprentissage automatique, puis qui ont un talent en maths, puis qui vont apprendre sur le tas finalement, là, ce qu'ils ont besoin. Donc, ça, c'est un chemin. L'autre chemin, ça va être des gens qui viennent d'un domaine plus mathématique, genre physique, maths, et qui vont apprendre le côté informatique, parce que les algorithmes là-dedans, ça joue un rôle aussi. Puis, il y a le côté expérience. Je vous ai dit que c'était comme une science expérimentale. Donc, malheureusement, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas tout prouver mathématiquement. On peut faire des hypothèses, on peut faire des théories. On peut se dire, ah oui, si, par exemple, je définis cette fonction objective et que j'étais capable de l'optimiser parfaitement, alors j'aurais telle propriété. OK, ça, c'est super. On peut faire ça avec des maths. Mais là, est-ce qu'on est vraiment capable de l'optimiser de manière satisfaisante? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un temps fini pour entraîner? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas assez de données? Bon, tout ça, est-ce que ça va fonctionner? Généralement, la seule manière de pouvoir prouver que notre théorie mathématique tient la route, est utile, c'est de faire des expériences. Je veux dire, des expériences dans l'ordinateur, là, pas nécessairement en vrai, mais n'empêche que là, c'est plus de l'informatique, c'est d'agencer ces expériences, de les comprendre. Mais en général, les gens matheux, ils comprennent bien ces choses-là, puis ça s'apprend là, à programmer, ou bien ils travaillent en équipe avec des gens qui sont plus vite sur leur patin au niveau de la programmation et de la compréhension de la logique des algorithmes, parce qu'il faut aussi réfléchir à une structure logique que les informaticiens apprennent quand ils développent leur expertise en mathématiques. L'intuition algorithmique, là, ça se développe. Les gens qui sont forts en maths peuvent l'apprendre aussi, mais ça peut prendre quelques années là, pour vraiment développer ce niveau d'expertise. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les maths sont très importantes, mais que ce n'est pas suffisant et que ça s'apprend, ou qu'on peut collaborer avec des gens qui font plus la main à la pâte, là, et ça fonctionne très bien, ces collaborations-là. Donc, il faut rester ouvert avec le côté expérimental. Donc, si pour les mathématiciens qui décideraient de s'en aller dans cette direction-là, il faut quand même rester assez pas trop rigide sur les lemmes, corollaires, théorèmes, parce que, tu sais, nous, oui. un bac en maths, moi, je me rappelle, c'était parfois très rigide. Donc, c'est très utile au niveau de la langue, au niveau de la capacité d'abstraction, mais il faut vraiment rester ouvert dans le… Mais comme c'est une science expérimentale, l'intelligence artificielle, on peut juste avoir des conjectures des fois. Okay? Parce que dans le fond, que ce soit un théorème ou une conjecture, anyway, il va falloir qu'on le démontre expérimentalement. Parce que le problème avec un théorème, c'est que c'est bien beau, mais les hypothèses ne sont pas réalistes. Donc, anyway, il va falloir qu'on fasse des expériences dans un contexte réaliste pour voir si c'est utile, si ça nous sert à quelque chose, ce théorème, où les conditions sont tellement outrageous que, anyway, ça ne sert à rien. Enfin, c'est ça la question à laquelle on essaie de répondre expérimentalement. Et là, ben, il y a deux choix. Là. Soit le mathématicien, il collabore avec quelqu'un qui est fort au niveau expérimental, algorithme, etc. Soit il développe lui-même.
Puis ça peut être les deux au départ, il collabore, puis éventuellement, il développe lui-même ça. Parce que c'est le fun de pouvoir conduire son propre bateau aussi. À un moment donné, tu as une idée mathématique, puis si ça te prend 3 mois pour la tester expérimentalement, c'est pas pareil que si tu peux le faire en 2 heures. Le cycle de progrès scientifique, il dépend de la vitesse à laquelle on peut faire nos expériences aussi. Et je regardais votre parcours. Donc, vous avez fait un bac en génie électrique et après le doctorat en informatique, computer science. C'est ça. Est-ce que, disons, parce que là, on voit dans vos exposés qu'il y a beaucoup de formules mathématiques, est-ce que ça, c'est venu naturellement? C'est sûr qu'en informatique, on fait quand même des maths, là, puis même chose en génie électrique. Non, mais moi, j'en ai appris beaucoup sur le tas. Maintenant, en génie électrique, en fait, ce qui est cool, mais évidemment, ce n'était pas planifié. Là. En fait, j'ai fait génie informatique, donc il y avait du génie électrique et de l'informatique, mais il y a beaucoup de maths continues en génie. Oui. Beaucoup de physique, en fait. Et en informatique, c'est que des maths discrètes. Et ça, c'est un gros problème pour les gens qui font juste de l'informatique parce qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent pas c'est quoi une intégrale. Je veux dire, ils ont fait un cours, là, puis donc, en fait, c'est un bagage qui est intéressant. Ça a donné que ça m'a bien servi. Mais évidemment, après, je veux dire, le peu, mettons, de théorie de l'information que j'ai eu, c'est genre, ouais, voilà la formule de l'information mutuelle, puis bye-bye. Tu sais. Donc, après, j'ai appris beaucoup sur le top et je continue à apprendre. Mettons, là, en ce moment, j'apprends sur la causalité. Il y a beaucoup de maths que je ne comprends pas toutes encore. Là. Mais dans les disciplines mathématiques, maintenant, ce qui sert le plus, puis vous allez peut-être deviner en m'écoutant, là, c'est 1, probabilité, 2, optimisation, puis bon, après, un paquet d'autres choses. Là, bon. Puis évidemment, la base, donc quand je parlais de maths continue, là, calcul et compagnie. D'accord. Et est-ce que la modélisation, disons les équations différentielles, les systèmes dynamiques, ça, c'est des domaines? Parce que j'ai donné un cours de système dynamique à McGill, la session, puis il y avait des gens de machine learning. Oui. Donc, c'est pas tous pas tous les domaines de l'apprentissage automatique qui s'intéressent au système dynamique, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, oui, c'est aussi une bonne formation. Pour tout ce qui est données séquentielles, dynamiques. Par exemple, pour faire de la modélisation, aujourd'hui, l'apprentissage automatique est utilisé de plus en plus dans beaucoup de sciences, les vraies sciences, là, je veux dire, qui travaillent sur la nature, genre chimie, physique, biologie, etc. Et est utilisé pour construire des modèles partiellement construits à mi-terme, comme classique, et partiellement appris, parce qu'il y a des parties qu'on ne sait pas trop bien modéliser, ou que simplement on voudrait accélérer. Parce que là, les modèles, mettons, si on fait un modèle de la dynamique quantique, c'est juste comme trop lent. Est-ce qu'on peut l'approximer avec l'apprentissage automatique? Oui. Puis ça permet des speed-up phénoménaux, évidemment approximatifs. Il y a beaucoup d'interactions maintenant entre la modélisation scientifique en général, de l'astrophysique jusqu'à la biologie, qui utilisent, il y a plein de papiers, là. Dans chaque domaine, l'apprentissage automatique a envahi ces domaines comme un outil. Donc, c'est des maths combinés avec des algorithmes d'apprentissage et les connaissances du domaine. Oui. Je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Là. Oui, voilà. Donc, j'allais en poser d'autres, mais là, bon, je vais laisser la place. Oui, donc, Skirej? Oui, dans la continuité de la question de monsieur Le Sart et de votre lien entre les différents domaines, moi, il y a un domaine qui m'a beaucoup fasciné récemment, c'était celui des systèmes complexes. C'est quand on voit une nuée d'oiseaux, qu'est-ce qui fait qu'un mouvement global soit expliqué plus que... J'en parlais hier, la somme de ces parties. Et Monsieur Benjo, ça me fascine. J'ai l'impression que c'est peut-être une nécessité, ne serait-ce que par rapport au fait, le sens commun. C'est que quand vous parlez de causalité, etc., j'ai l'intuition que toutes nos décisions ne sont pas rationnelles, qu'il y a un effet de contiguïté, c'est que je vais automatiquement aller vers des choses qui me semblent plus vraisemblables parce que j'ai intégré en moi une sorte de réalité plus probable que d'autres. Ouais.
Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être la nécessité de rassembler un savoir collectif et que peut-être que des systèmes complexes, des mathématiques de systèmes complexes seraient utiles dans ce sens-là, pas juste un apprentissage continu. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux domaines, entre l'intérêt? Il y en a eu, en tout cas. Je sais que l'Institut de Santa Fe, là, sur les systèmes complexes, a eu pas mal d'interactions avec des chercheurs en apprentissage automatique dans le passé. Là, récemment, je n'ai pas trop suivi. Là. Je ne sais pas si ça en est où, mais c'est clair qu'il y a des liens. Sur la question, quand vous avez prononcé le mot, on prend des décisions pas rationnelles. Je vais peut-être raffiner un peu. C'est-à-dire, c'est rationnel aussi, mais ce n'est pas rationalisé. Dans le sens qu'on prend des décisions qui sont qu'on ne sait pas communiquer à quelqu'un d'autre pourquoi on le fait, mais le mécanisme d'apprentissage qui nous a amené à prendre ces décisions-là, il est rationnel, c'est-à-dire qu'il découle d'une optimisation de façon à ce que les décisions nous donnent les meilleurs résultats possibles. Donc c'est rationnel aussi, mais d'une manière différente. Par contre, ce n'est pas rationalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement un accès conscient à tous les calculs qui nous amènent à prendre cette décision qui est peut-être plus comme gestalt ou plus intuitive. Intuitif, c'est le mot que j'aime mieux là, pour parler de ce genre de choses. Et pour faire le lien avec les choses dont j'ai parlé aujourd'hui, presque tout ce qu'on a développé en apprentissage profond s'adresse surtout justement à cette partie intuitive de comment on prend des décisions, nous les humains. Et c'est pour ça que les gens, des fois, n'aiment pas ces systèmes-là en disant « oui, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne sait pas comment interpréter les décisions qui ont été prises. » Et c'est vrai aussi des humains. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un pourquoi tu as fait cette décision, il va peut-être raconter une histoire, mais 90% de l'explication n'est pas verbalisable, il n'y a pas accès consciemment. Et là, ce qui se passe maintenant dans les dernières années, c'est un chemin des chercheurs en apprentissage automatique vers incorporer ce côté rationalisation qui fait aussi partie de l'humain, qui nous permet de faire face à la nouveauté, justement, puis de communiquer aussi. Donc, il y a toute la recherche, j'en ai pas parlé, mais il y a tout un plan de recherche qu'on appelle apprentissage multi-agent. En fait, les humains, on n'est pas juste des individus intelligents, on est des sociétés plus ou moins intelligentes, mais disons que le côté interaction entre deux et beaucoup d'agents apprenants, c'est aussi un des domaines complexes qui intéresse les chercheurs aujourd'hui. Et là, le côté rationnel, dans le sens rationalisé, verbalisé, il est important. Donc, multi-agent, donc si je voudrais m'y intéresser, je suis en deuxième année en maths, ce serait le domaine multi-agent. C'est un des domaines où la complexité telle qu'étudiée par les gens dans cette branche-là intervient. Mais franchement, là, je pense que le mieux, c'est de plonger dans la littérature, de lire des livres, de lire des articles, puis d'aller avec ton goût personnel vers les directions qui t'attirent plus. Merci. Je suis très, très d'accord. Linda, on a une question de Linda. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Premièrement, je tiens à vous remercier pour votre exposé. Il était très bénéfique, surtout pour moi. J'ai une question, si vous me permettez. Moi, j'ai travaillé sur l'interprétation des deep learning. Et j'ai une question que je n'arrive pas à résoudre. C'est la recherche. Donc, je vais travailler particulièrement sur les techniques de perturbation, telles que par exemple Elim, Shapley, etc. Donc là, on va générer à partir de notre modèle un ensemble d'échantillons qui seront proches de notre X qu'on veut expliquer, par exemple. Oui. Maintenant, cet échantillon qu'on va générer, c'est-à-dire selon ce que j'ai lu, les articles que j'ai lus, ils vont faire une génération aléatoire, par exemple en respectant une loi uniforme, quelque chose comme ça.
moi, ce que je veux, c'est qu'avec ça, j'introduis aussi la relation entre les caractéristiques. Et surtout, j'insiste sur ça, surtout par rapport à votre exemple que vous aviez donné tout à l'heure. Une personne qui est en haut, qui est en train de regarder, elle va voir les camions. Ce qui intéresse réellement, c'est les personnes, ce n'est pas les camions. Donc, la caractéristique qui va avoir le meilleur score, c'est le camion. Mais le camion ne va pas m'intéresser, c'est l'homme qui va m'intéresser. Donc, la relation caractéristique, moi, je la vois. Je n'en sais pas pour le moment, mais je la vois que si on va ajouter la relation entre nos caractéristiques, l'échantillon Z' au niveau, ce qu'ils appellent au niveau des techniques, par exemple, les lignes de perturbation, il aura plus de sens lorsque je vais réentraîner mon deep learning pour attirer la matrice des poids. Par la suite, pour générer le modèle qui va expliquer. Mais je ne sais pas, est-ce que ça serait bon? Bien non. C'est pour cette raison que je vous pose cette question parce que vous êtes le mieux placé à me répondre. C'est une longue question et je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais je vais essayer quand même de dire ce que je pense d'un petit peu de la direction générale. On peut, étant donné un exemple X, mettons qu'on a entraîné un réseau de neurones qui est une fonction f de X. Étant donné un exemple X, on aimerait pouvoir décortiquer pourquoi il répond f de X. Donc, effectivement, on peut faire des perturbations, c'est-à-dire qu'on peut varier autour de X et on peut varier dans des directions qui ont un sens. Genre, il y a une des caractéristiques, on va la perturber, puis on va voir ce que ça donne. Du coup, on est en train de mapper la zone autour de X, de la fonction f, et d'essayer de comprendre les variations de f dans des directions qui ont un sens pour nous, pour comprendre, genre, si j'augmente le nombre une dimension, est-ce que ça augmente f ou ça diminue f? Donc là, ça me dit, bon, ça me dit des choses que je peux interpréter, du coup. Et que ça a beaucoup de sens. Après, pour l'histoire des camions et des personnes, on parle de quelque chose de beaucoup plus difficile, d'aller avoir accès à comprendre la réalité à partir des observations incomplètes, etc. Ça, ben, c'est loin d'être résolu, évidemment. Oui. Merci de la question. Et là, malheureusement, c'est la fin et on a déjà pris beaucoup de votre temps, professeur Bengio. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir absolument apprécié. On va avoir tous les exposés sur la chaîne YouTube qui vont venir. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup d'autres questions, mais bon, on va se dire à la prochaine. Un grand merci. Ça a été un plaisir de vous avoir dans une activité du CRM. C'est certain qu'on aurait aimé ça quand on avait organisé l'école Langlands il y a quelques années. On voulait lancer ça en personne, mais bon, ça va être partie remise. Mais d'ici là, on vous remercie énormément pour votre temps, votre générosité, votre accessibilité. Je pense que tous les étudiants ont apprécié. Moi étant le premier. Donc, merci beaucoup. Et donc, une bonne session à tous et on va se recroiser peut-être pas au Milan, on va se recroiser peut-être dans les séminaires ou dans le monde universitaire. Parfait. Merci à tous, merci de votre écoute et merci Jean-Philippe pour avoir si généreusement encadré tout ça. À la prochaine. Parfait, au revoir, à la prochaine.